vous propose que l'on démarre peut-être par un tour de présentation pour que ça puisse être, on puisse engager la présentation. Avec le partage de l'écran, je ne vous vois pas forcément tous et toutes. Donc, voilà, je pense que chacun peut prendre la parole pour se présenter plus facilement avant que Madame Chevalier et sa collègue puissent commencer la présentation du projet Emploi Parcours Solidaire de Granville. Du coup, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Alexandra Dumas, donc chargée de mission Manche Inclusive au département de la Manche. Anne Détruy, je suis chargée de mission sur le dossier handicap à Pôle emploi, donc chargée à la direction territoriale Calvados-Manche, chargée du partenariat et de l'animation des référents TH du réseau. Monsieur Moru? Votre micro est coupé. Directeur du pôle enfance, adolescence et de la maison d'accueil spécialisée de la PAU du Bocage-Javir. Madame Dodard? Oui, bonjour à tous, Bénie Dodard, directrice des associations Passerelle, Passerelle Association Intermédiaire et Passerelle vers l'Emploi, basée à Avranches. Et enfin, Perrine, Madame Courbaron avant la présentation de PEPS. Perrine Courbaron, directrice de l'insertion et de l'emploi au département. On vous laisse la main, Madame Chevalier. Oui, donc Amélie Chevalier, responsable du pôle insertion PEPS. Et Amélie Fossé, conseillère en insertion professionnelle sur le PEPS. Donc là, en arrière-plan, vous avez le PowerPoint de présentation qu'on présente aux personnes qui sont positionnées sur le chantier d'insertion. On trouvait que c'était un outil, alors il est très simple, mais il va être accompagné d'explications. Et on pensait que c'était intéressant que vous puissiez voir ce que nous, on présente aux personnes qui sont positionnées directement sur le chantier. Et puis, on va en plus voilà, donner quelques petites explications. Donc, le pôle insertion PEPS, PEPS veut dire projet emploi parcours solidaire. Donc, nous, on est rattachés au CCS de Granville. C'est un petit peu notre particularité. On n'est pas associatif. On est rattaché à l'établissement public et l'équipe de permanent sur l'action est rattachée à la ville de Granville, mise à disposition du CCS. Donc, on retrouve un petit peu là nos financeurs, le conseil départemental, le FSE, la ville de Granville, la DDTS, l'ancienne directe, voilà. Et puis notre logo, le pôle insertion PEPS. Donc, nous, on accueille des bénéficiaires qui sont orientés par le biais de la plateforme de l'IAE. La plateforme inclusion, c'est peut-être nouveau pour certains, peut-être que certains ne l'utilisent pas encore. Nous, on l'utilise depuis octobre 2020. Donc, là où avant les gens nous étaient positionnés par une fiche, aujourd'hui, on passe directement par la plateforme. C'est comme ça qu'on peut ensuite avoir le contact des personnes et les recevoir pour une information collective et un entretien d'embauche. On est situé au 301 rue du Ménil, à Granville. Vous aurez, je crois, mes coordonnées, puisque ça faisait partie des petits meetings plus loin. Le chantier d'insertion existe depuis 1995. Avant, il s'appelait le chantier d'insertion Mieux Vivre à Saint-Nicolas. Donc, ça a été une initiative des élus de la mairie de Granville, puisqu'avant, il était rattaché à la mairie de Granville, pour retravailler le mieux vivre sur le quartier. Petit à petit, donc, on s'est développé et puis on a été rattaché au CCAS et depuis 2019, on s'appelle le pôle insertion PEPS et on s'est tous recentrés dans un même bâtiment parce qu'avant, effectivement, on avait plusieurs chantiers qui étaient un peu dispatchés sur le quartier Saint-Nicolas, ce qui était un peu compliqué voilà, pour l'équipe de permanent en termes de communication et puis aussi pour les bénéficiaires. Là, aujourd'hui, on se voit tous les jours et on croise l'ensemble des équipes, donc c'est bien plus facilitant. On est conventionné pour 11,90 équivalents temps plein et on propose donc des CDDI, CDD d'insertion
aux bénéficiaires les plus éloignés de l'emploi, donc toujours sur la base de prescription qui est faite via la plateforme. Cette plateforme, alors la nouveauté, et nous on a très peu de personnes qui utilisent ça sous cette forme-là, peuvent candidater eux-mêmes aussi. Je pense que voilà, il y a de la com encore à faire dessus. De manière générale, on est encore sur des positionnements des anciens prescripteurs habilités ou des anciens orienteurs. Très peu de positionnement individuel des personnes. Donc, quand on reçoit donc, cette fameuse prescription, on invite les gens en réunion d'information pour leur expliquer le chantier et on leur présente le document là que vous avez sous les yeux. Le public donc, qui est concerné, ce sont les gens les plus éloignés de l'emploi, donc les bénéficiaires du RSA, les chômeurs longue durée, les bénéficiaires de l'ASS, les jeunes, les travailleurs handicapés et depuis un petit moment aussi, les prescripteurs ont la possibilité en fait, de ne plus prendre en compte ces statuts, mais de prendre en compte la situation vraiment individuelle de la personne, même si elle ne rentre pas dans les critères, ils peuvent nous positionner les gens et on fait sauter ces questions de statut et de critères. En fait, c'est la personne qui accompagne en fait en amont du chantier, qui en échangeant donc avec le bénéficiaire peut voir si c'est opportun ou pas pour la personne d'entrer sur un chantier. Donc là, on retrouve un petit peu nos anciens prescripteurs. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus élargi, la mission locale, le Pôle emploi. Pôle emploi, c'est quand même un de nos prescripteurs. La structure qui prescrit le plus, notamment pour les bénéficiaires du RSA, puisque eux n'ont que les personnes qui sont orientées vers l'emploi. On peut aussi retrouver Cap Emploi, le CCS, la CAF, le CMS, la mission locale, etc., etc. Sur cette plateforme, nous, on demande d'avoir le CV en fait aussi qui est accompagné. Ça nous permet de voir si les bénéficiaires sont déjà passés sur un chantier d'insertion, voilà, et du coup de prendre contact avec l'ancien chantier pour voir ce qui a pu déjà être travaillé ou pas en amont, pour éviter d'être dans une redite. Donc les CDDI, souvent les personnes commencent sur des contrats de 6 mois, ça peut aller de 6 à 24 mois, donc renouvelables, sur des périodes de 6 mois. Alors en fin d'année, on peut être amené à faire des contrats de 4 mois, mais généralement on essaye de maintenir des contrats de 6 mois, allant de 26 à 35 heures. L'idée, c'est que voilà, une personne qui arrive commence à 26 heures, on est resté sur l'ancienne formule des CAE. Et puis, en fonction de la levée des freins, des demandes des personnes, de leur capacité à augmenter aussi leur temps de travail, on peut passer de 26 à 30, à 33 et à 35. On passe pas très rapidement à 35 et on l'a déjà fait, mais plutôt pour des gens qu'on accompagnait jusqu'à la retraite. Parce que s'ils sont à 35 heures, il y a beaucoup moins de temps en fait, pour réaliser des démarches. Les structures autour peuvent être fermées. Donc, on s'est aperçu, c'est quelque chose qu'on faisait avant et on s'est aperçu que ça pouvait les mettre en difficulté. Donc, si on amène jusqu'à 33, déjà, c'est bien. Et puis là, sous vos yeux, vous avez les secteurs d'activité qui sont proposés. Donc, on a 2 secteurs d'activité où à l'intérieur, on trouve plusieurs activités différentes. Donc, on a ce qu'on appelle l'entretien de quartier. Les gens qui seront retenus sur ce secteur-là feront de la propreté urbaine. Donc, c'est ce qui est imagé par l'aspirateur urbain. Donc, nettoyage des rues, la rénovation du bâtiment, l'entretien et de la création au niveau des espaces verts, l'entretien du matériel et aussi tout ce qui peut être tri sélectif. Donc là, quand on est sur ce secteur-là, on fait toutes les activités. Je dirais que seule la rénovation du bâtiment n'est pas une activité où on passe obligatoirement. Là, ça dépend effectivement si on a des chantiers, si les personnes ont envie de découvrir ce secteur d'activité, acquérir des compétences, ou s'ils en ont et qu'ils ont envie d'aller vers ce domaine-là. Et puis, on a le secteur entretien et services, où là, on retrouve de l'entretien des locaux et de la lingerie. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, on est nous rattachés au CCS et on ne travaille pas pour des particuliers, des collectivités, etc. On répond à des besoins non satisfaits pour la collectivité, la mairie de Grand-Vide. Voilà, donc
L'entretien des locaux, c'est l'entretien des locaux des structures de la municipalité. Le linge, c'est les vêtements de travail, enfin tout ce qui est textile, hein, ça peut être les couvertures des écoles, voilà, la cuisine centrale, les vêtements de travail, les espaces verts, etc. quoi. Et notre propre aussi, nos propres textiles à nous. Donc, quand on reçoit les gens en entretien, on leur demande toujours quel est le secteur privilégié sur lequel ils aimeraient aller. L'idée, c'est de pouvoir répondre au maximum à leurs demandes. Et ces secteurs-là ont été pensés de manière à être accessibles à tous le plus rapidement possible. L'idée, c'est de pas non plus de mettre en échec quelqu'un sur l'activité emploi. Des fois, on nous dit « mais moi, j'ai jamais repassé ». C'est pas grave. Nous, les 3 premiers mois du contrat servent généralement plutôt à permettre à la personne de s'installer dans l'emploi, reprendre un rythme de travail, travailler en équipe. Et puis sur le volet accompagnement individuel, on en reparlera tout à l'heure, mais ça va plutôt être la prise de connaissance, se faire confiance, faire un diagnostic de la situation, etc., voir les freins qu'il va falloir lever pour retourner à l'emploi. Et puis l'accès aux droits, etc. Mais ça se fait vraiment petit à petit. C'est vrai que les 3 premiers mois, pour un public qui n'a pas travaillé depuis longtemps, ça demande aussi à se réorganiser à la maison, ça crée de la fatigue, on a des activités qui sont quand même assez physiques, donc on les laisse prendre leur poste. Et puis je dirais que peu importe si la tondeuse est mal passée ou le linge mal repassé, c'est pas ça l'objectif prioritaire quand ils arrivent sur le chantier. C'est bien de travailler plutôt les savoir-être. Donc ça, c'était pour le volet emploi. Sur le chantier, il y a 3 volets. Le volet emploi, le volet accompagnement individuel et le volet accompagnement collectif. Sur le volet accompagnement individuel, donc c'est ma collègue Amélie Fossé, donc qui est à côté de moi, qui est CIP, qui rencontre les bénéficiaires en moyenne tous les 15 jours, plus si besoin, en fonction de l'évolution du parcours, en fonction de leurs demandes. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, on est tous sur le même site depuis 2019, donc il ne se passe pas une journée sans que quelques-uns passent les portes pour nous donner juste une info, nous demander un coup de pouce sur quelque chose. Mais comme on est sur l'accompagnement global renforcé, on les reçoit quand même tous les 15 jours. Et là, ma collègue travaille avec eux la levée des freins à l'emploi, l'actualisation des démarches, contractualiser des objectifs, on va dire, conscience parfois de leurs freins, prendre contact avec les partenaires, etc. etc. C'est plus du conseil et de l'orientation. On ne fait pas à la place d'eux, mais bien avec et en fonction de ce que la personne a envie de faire. C'est bien l'accompagnement avec la personne. On est bien sur du déclaratif et donc on accompagne là où les gens ont envie d'aller. L'objectif final quand même du chantier, c'est bien le retour à l'emploi, soit vers l'emploi direct, soit vers la formation, mais l'objectif final, c'est quand même le retour à l'emploi. On s'aperçoit que pour certaines personnes qui sont très éloignées, 24 mois, c'est peu suffisant quand il faut travailler des freins de santé, de mobilité, donc ça prend du temps et on leur laisse le temps aussi. On travaille donc sur l'autonomie, forcément. Sur l'accompagnement individuel, c'est vrai que on travaille vraiment l'accompagnement global. Je vous parlais tout à l'heure, la santé, la mobilité, le loisir, le logement, la formation. On compose aussi en fait en fonction des groupes, de ce que nous on peut repérer et puis aussi des besoins exprimés. On fonctionne sur des entrées et des sorties permanentes. Donc, on s'adapte toujours, que ce soit sur l'individuel ou collectif. On a aussi parfois des gens qui font des demandes qui peuvent concerner le collectif. Donc, on met des choses en place de ce côté-là. Et aussi, une grosse partie de notre travail quand ils arrivent, c'est la remise en ordre socio-administrative et l'accès aux droits. Parce qu'on s'aperçoit très vite que dans l'accompagnement, si ça n'a pas été travaillé en amont, ça va bloquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
pour demander même une APL, il faut avoir fait sa déclaration d'impôt, etc. Et voilà, nos publics sont assez loin de tout ça, donc il y a un gros boulot à mettre en place de ce côté-là. Et du coup, on le verra dans les ateliers collectifs, ma collègue vous le présentera, mais on travaille avec beaucoup de partenaires sur le secteur qui se rendent disponibles, et c'est quand même chouette parce que souvent ils viennent, on y va, enfin voilà. C'est du plus pour eux et du bénévolat. À aucun moment il y a un échange financier. C'est quand même des supports intéressants pour nous et pour les personnes. Cette question, je ne sais pas. N'hésitez pas à poser vos questions, effectivement, hein, si vous souhaitez intervenir. L'idée, c'était d'intervenir au fil de l'eau pour que voilà, les collègues de PEPS puissent tout à fait vous répondre. N'hésitez pas aux besoins. Et je remercie Monsieur Bourdon et Madame Adami de nous avoir rejoints, que j'ai récemment de mettre dans la boucle de la réunion. Sur l'accompagnement au projet professionnel, on a, je sais pas, à mon avis, c'est pas des choses nouvelles pour vous, mais on a quand même pas mal d'outils qui permettent de débloquer. Là, je vous les listais un petit peu, mais on a la possibilité de les envoyer en stage, donc ce qu'on appelle les PMSMP, la possibilité de suspendre le contrat de travail pour qu'ils puissent aller faire des périodes d'essai, voilà, et de rompre le contrat si le contrat est un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. Donc, on a des outils qui permettent aux gens d'aller vers l'entreprise, revenir. Nous, la suspension, on l'utilise quasi à chaque fois parce qu'on veut sécuriser le parcours. L'idée, c'est que si ça se passe mal sur la période d'essai, la personne revient sur le poste sur lequel elle était au chantier. Oui, et les stages. Effectivement, c'est un outil qu'on a depuis 2010, je crois. Et alors, ils n'ont pas d'obligation de faire des stages, hein, et ils ont la possibilité, mais on s'aperçoit quand même que quand ils reviennent de stage, si ça s'est bien passé, on a quand même beaucoup de situations de personnes qui ont été embauchées derrière. Soit tout de suite ou soit quelques mois plus tard, c'est-à-dire un congé maternité, un arrêt maladie pas prévu, ils ont laissé leur CV. Et c'est vrai que c'est un super outil pour se faire connaître auprès des entreprises et des employeurs. Et puis parfois même quand ils participent à un entretien d'embauche, on leur dit mettez en avant, si vous voulez, vous pouvez venir faire un stage avant de signer votre contrat. Ça permet de sécuriser le parcours et pour l'employeur de voir si c'est pas la compétence technique, si c'est le savoir-être, l'intégration dans l'équipe, etc. Donc, en parallèle des entretiens individuels, je pourrais utiliser tous les 15 jours, voire plus, on propose aussi donc, des ateliers collectifs. Donc, en l'occurrence, pareil, les mercredis matins, je propose des ateliers de recherche d'emploi et de formation sur lesquels on va travailler tout ce qui tourne autour du marché de l'emploi. Et puis après, on va aller sur la création d'un CV, l'aide de motivation, comment rechercher les entreprises, voir son rayon de mobilité, etc. Et toutes ces étapes pour arriver jusqu'à travailler sur l'entretien d'embauche. Voilà, donc c'est toute une série de petits ateliers. Voilà. Ouais. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez parlé du nombre de bénéficiaires que vous suivez et comment ça se passe justement puisque vous travaillez sur du collectif. Est-ce que vous accueillez les personnes sous forme de cohorte ou... Voilà. Alors ça va être des demi-groupes parce que bon, la salle de réunion ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Après, voilà, c'est ça, je fais 2 demi-groupes d'1h30, par exemple, le mercredi matin, un groupe d'1h30 et le deuxième sous-groupe qui vient ensuite. Pour répondre au nombre, en fait, on n'a pas de nombre, c'est-à-dire qu'on est conventionné pour 11,90 équivalents temps plein. Donc, c'est une histoire d'heures, hein, c'est une enveloppe d'heures qu'on consomme dans l'année. En moyenne, on accueille entre 16 et 20 personnes en même temps. Voilà. Mais plus on aura de gens à 33 ou 35 heures, moins on aura de personnes. À chaque fois qu'une personne est absente, que ça soit justifié ou non, c'est des heures du coup qui ne sont pas consommées. Et c'est des heures que je vais reconsommer dans l'année en recrutant quelqu'un d'autre ou en augmentant les heures d'une autre personne quand on aurait fait la demande.
On est vraiment sur ce jeu-là d'enveloppe d'heures. Donc, le maximum qu'on a accueilli en même temps, c'est 20 personnes. Et on ne pourrait pas faire plus parce qu'aujourd'hui, la charge de travail et les locaux, on pourrait augmenter un petit peu, mais voilà, ça ferait quand même juste. Et puis, notre équipe de formateurs, mais là, j'en parlerai après. Je ne vous ai pas parlé des formateurs. Je vais le faire maintenant. On a 3 formateurs techniques. Une personne qui est en lingerie, qui s'appelle Amandine Belsor, une personne qui est en entretien des locaux, Céline Leperchois, et Pascal Lavarde, qui est sur le secteur extérieur, entretien de quartier, qui lui gère l'ensemble des activités, donc PU, espace vert, voilà. L'idée, c'est de ne pas laisser les agents seuls. Alors, ils peuvent l'être plus autonomes sur la propreté urbaine, mais du coup, notre formateur, il passe quand même, voilà, il les met au boulot, il passe à gauche, à droite. Voilà. Mais en tout cas, sur l'activité entretien des locaux, lingerie et espace vert, on ne laisse pas les gens seuls. Voilà. Et pour le moment, on a 3 postes de formateurs techniques qui sont là à temps plein. Donc, en ce moment, il y a une quinzaine de salariés. Donc, je fais 2 groupes de 7 et 8. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est atelier donc sur la recherche d'emploi. Et puis aussi, sont proposés des temps d'information collective où effectivement, on peut soit inviter nos partenaires par rapport à l'accès au droit. Donc, ça peut être un atelier avec une référente CPAM. Ça peut être sur les impôts. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore visite d'entreprise, ça peut être aussi lire ça, le bilan de santé. Voilà, l'infirmière peut venir aussi faire une information. Visite d'entreprise, et de centre de formation. Et puis l'accès aux loisirs, effectivement, on est en lien, ça reste effectivement par rapport à la ville, le centre social l'Agora. On fait aussi beaucoup de liens par rapport à l'accès aux loisirs. Des informations régulières sont données par rapport à tout ce que peut proposer le centre social et par rapport aussi au départ en vacances des familles, etc. On travaille en lien aussi avec Céline Seguin, donc sur la parentalité, les violences intrafamiliales. Voilà. L'idée, en fait, c'est quand les structures peuvent nous accueillir, on se déplace, on pousse la porte avec nos agents, puisque c'est surtout ça. Enfin, on dirait que nous, on est rattachés à la ville, donc on dit des agents. Mais nos bénéficiaires plutôt, on pousse les portes parce que le frein, souvent, c'est ça. C'est je ne sais pas où c'est et j'ose pas pousser la porte. Donc, on y va, on pousse cette porte avec eux. On a un référent sur place qui souvent donne sa carte et l'idée, c'est de les rendre autonomes et que la fois d'après, ils puissent y aller par eux-mêmes. Ça, c'est quand les structures peuvent accueillir sur place. Sinon, effectivement, on les fait venir chez nous. C'est vrai que pour l'infocole, par exemple, social, on essaye, on va à la médiathèque. Ça permet aussi de découvrir un lieu de culture et ça permet de voir autre chose aussi. On fait de l'insertion socio-pro et effectivement, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Amélie est CIP, donc elle est plus sur le pro, moi plus sur le social. Et voilà, on travaille ensemble. Moi, à partir de l'année prochaine, je ne ferai plus d'accompagnement. Je ne serai que sur un poste de responsable, parce qu'aujourd'hui, je suis encore de l'accompagnement. Mais bon, on m'attend sur pour développer d'autres actions dans le pôle insertion. Mais on se garde quand même des temps où on échange sur la situation des gens, où moi, j'ai plus la casquette travailleur social et ma collègue plutôt conseillère en insertion professionnelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Sur tout ce qui est collectif aussi, alors on avait le volet information et ateliers collectifs et on met aussi en place des formations qui sont financées par le service. L'idée, c'est de leur permettre d'avoir accès à des formations qui seront transférables sur d'autres métiers et donc qui puissent être intéressantes d'apparaître sur le CV. Donc, ça va être des formations premier secours, manipulation des extincteurs, gestes et postures. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ils ont la possibilité aussi. Alors, tout ça, c'est sur un temps de travail.
puisque comme on leur demande effectivement de se mobiliser sur leur temps personnel pour faire leurs démarches, nous on essaye que tout soit fait sur un temps de travail. On a essayé plusieurs formules, hein, on s'aperçoit que si c'est hors temps de travail, c'est compliqué pour eux de se mobiliser. Voilà, donc on l'intègre à notre temps de travail. Et ils ont aussi la possibilité d'aller sur les savoirs essentiels, donc c'est tout ce qui est lié à la remise à niveau qui est mis en place par Passerelle dans les locaux de Eauze à Granville. Donc nous, c'est tous ceux qui souhaitent faire une remise à niveau, soit parce qu'il y a un projet de formation, soit parce qu'on a eu aussi des mamans qui nous ont dit moi, je suis en difficulté dans la gestion des leçons de mes enfants, etc. Voilà, c'est comptabilisé dans leur temps de travail et ils peuvent aller en remise à niveau. Et puis, ma collègue fait des bilans régulièrement avec les personnes de Passerelle voilà, pour voir où en est l'évolution. Ça s'arrête quand les gens ont envie d'arrêter, en fait, hein, quand les objectifs sont atteints. Voilà, et puis à côté de ça, on développe des projets, pareil, en fonction des groupes. Là, en ce moment, on travaille sur le bouquet Grandvillers. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la web radio de Granville. Là, l'idée, c'est de travailler l'élocution, la prise de parole, savoir se parler de soi, de son parcours, tout ça dans l'idée toujours de l'emploi, donc l'accès à l'entretien d'embauche, par le biais d'une radio locale, en fait. Cette année, si on y arrive d'ici la fin de l'année, parce que le temps passe vite, on aimerait aussi mettre en place des séances de sophrologie. On a un projet de potager collectif, voilà, mais qui sera à définir avec le groupe aussi qui sera présent. L'idée, c'est le nom PEPS n'a pas été choisi non plus par hasard, c'est-à-dire d'être dans la dynamique en fait, de les remettre dans un dynamisme et de continuer cette dynamique, que ce soit sur le champ personnel ou dans l'objectif de retourner vers l'emploi, vers la formation. Voilà. On a une fois par an donc 2 instances de contrôle, donc le comité de suivi, où là, en fait, on va faire un petit point. Alors avec le Covid, ça a été déplacé, mais généralement, je crois que c'est le premier trimestre de l'année. On fait un point sur ce qui s'est passé, les projets à venir, les changements, les évolutions dans l'équipe, le fonctionnement, etc. Et puis après, où les partenaires qui sont prescripteurs sont présents, où on aborde les situations individuelles des gens, sachant qu'à chaque fin de contrat, quand il est envisagé un renouvellement, donc on envisage le renouvellement qu'à partir du moment où la personne fait la demande. Ce renouvellement est aussi abordé lors de ces comités de suivi, et à chaque renouvellement, il y a un bilan qui est fait, où le prescripteur est invité. Et on fait un entretien tripartite, voire parfois avec un peu plus de personnes en fonction de qui s'est greffé en fait dans la situation au fur et à mesure du parcours. Voilà, donc c'est aussi là où on aborde les renouvellements, et les partenaires aussi peuvent ne pas être en accord avec un souhait de renouvellement, et là, c'est notre rôle aussi d'argumenter. Voilà. À la fin du contrat, donc l'objectif est bien de sortir vers l'emploi ou vers la formation et d'être dans une suite de parcours, hein, parce qu'on n'a pas la prétention de dire que tous les gens sortent vers l'emploi ou vers la formation. Tout dépend de leurs souhaits aussi. Certains ne font pas de demande de renouvellement pour diverses raisons qui leur appartiennent. D'autres arrivent au bout de leurs 24 mois sans solution. Donc l'idée, c'est de travailler cette suite de parcours. C'est aussi pour ça que les fins de contrat sont discutées 1 mois avant la fin du contrat. Le temps de pouvoir, effectivement, s'il n'y a pas de renouvellement, mais qu'il n'y a pas de solution pour la personne, le temps de travailler cette sortie et de voir vers quoi cette personne va aller, prendre les contacts, la mettre en contact pour pas que ça refasse flop à la sortie du chantier, quoi. Et puis, une fois qu'ils ont quitté le chantier, nous, on laisse la porte ouverte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'accompagnement, hein, puisque généralement, l'idée, c'est qu'ils soient réaccompagnés par Pôle emploi, où il y a peut-être plus besoin, ou l'assistante sociale de secteur, ou voilà, enfin, en fonction de ce qui a été mis en place dans leur suivi. On a quand même régulièrement des gens qui viennent nous voir, voilà, parce qu'il y a eu
il y a une question sur un document reçu à la maison, sur je me souviens plus de ce que je dois faire, comment je me réactualise, comment ceci. Enfin, voilà. Il y a plein de... Et puis aussi pour les bonnes nouvelles, puisqu'on a aussi des gens qui viennent nous revoir pour dire, voilà, je n'ai pas trouvé à la sortie, mais depuis, j'ai trouvé une solution. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'ai tout abordé. Alors, on voulait vous passer une petite vidéo, je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, qui vous présente, alors les formateurs ne sont plus les mêmes, ils ont changé, et qui vous présente un peu le volet emploi. Je vais arrêter ça. Et s'il faut que je retourne dans... Alors, ça, Juste, j'avais une question par rapport aux prescriptions. Donc, vous avez suffisamment de candidats ou vous avez des postes parfois difficiles à pourvoir? Non, très longtemps, effectivement. Alors, ce qu'on repère, c'est qu'on a moins de bénéficiaires du RSA qui sont positionnés que les autres, parce que les autres, enfin, tous les autres statuts, on les englobe, parce que dans les 11,90 ETP, dans le cadre de nos conventionnements, on nous demande d'en accueillir 50% de bénéficiaires du RSA et 50% autres. On repère quand même qu'on a moins de bénéficiaires du RSA qui est positionné que les autres, et que quand on a ces positionnements, qu'on invite les gens aux infocolles ou aux entretiens, c'est eux qui sont les plus souvent absents. Donc, si on a parfois des difficultés, ça va plutôt être sur les bénéficiaires du RSA. Mais depuis la mise en place de la plateforme et l'année, donc je prends l'année 2021, je ne pars même pas de la fin 2020, on a quasi, je vais dire triplé, il me semble, le nombre de positionnements. Voilà. Depuis la plateforme, oui, voilà, pour l'année 2021. Alors, nous, on s'attelle, parce que oui, ça, je n'ai peut-être pas détaillé. Quand les gens, donc quand on reçoit, on n'a pas les mêmes interfaces que les prescripteurs. Donc, ça, il faut le savoir, parce que souvent, on nous dit, mais tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça. Nous, on a l'interface employeur solidaire sur l'ordi. Donc, on ne voit pas la même chose que vous. Et quand les gens donc, sont positionnés, on met la candidature à l'étude. Ce qui veut dire, en gros, pour nous, on a bien reçu. Normalement, le prescripteur alors je ne sais pas justement, parce que c'est des questions qu'on a posées au dialogue de gestion, etc. Si vous recevez un mail disant qu'on a bien mis la candidature à l'étude ou pas, mais en tout cas, normalement, le prescripteur, s'il retourne sur la plateforme, il voit qu'on a bien reçu la candidature. On faisait des réunions, des infocolles avant Covid. Je pense si ça se maintient, janvier l'année prochaine, on remettra ça en place. Là, aujourd'hui, du coup, on invite les gens en entretien individuel. Donc, quand on reçoit, on répond sur la plateforme. En parallèle, on envoie un courrier à la personne parce qu'on sait bien que les bénéficiaires n'ont pas tous accès à Internet, sont en difficulté avec l'outil numérique, etc. Donc, on envoie un courrier papier disant « on a bien reçu votre candidature ». Ensuite, on leur envoie un courrier papier pour les inviter à un entretien de recrutement. Quand ils sont reçus, on répond sur la plateforme pour que le prescripteur ait l'info, soit sur liste d'attente, soit décliné, soit retenu. La personne reçoit aussi un courrier pour l'informer. Si c'est sur liste d'attente, la personne reste sur liste d'attente 6 mois à partir du moment où on l'a reçue. Pour nous, ensuite, on classe la candidature si les 6 mois sont passés et qu'on n'a pas eu de recrutement ou qu'on n'a pas recruté cette personne-là, pour nous, elle n'est plus candidate. Il faut que le prescripteur repositionne. Et on revoit la personne. Alors, on ne fait pas l'infocall ou tout. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout le même entretien, mais l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Est-ce qu'il y a eu des démarches de fait ou pas? Qu'est-ce qui a bloqué? Voilà, est-ce que la situation aujourd'hui nécessite une urgence ou pas? Parce que la liste d'attente, ce n'est pas un mot qu'on aime, on n'a pas trouvé mieux, mais on ne prend pas par ordre d'arrivée. Nous, on garde en tête la mixité en termes d'âge, de sexe, de problématiques, de personnalité. Est-ce que la personne qu'on va intégrer dans l'équipe, est-ce que ça va matcher avec les autres personnes qui sont sur le chantier ou pas? Alors après, des fois, on tente et ça ne marche pas, mais voilà, on garde ça en tête aussi.
Et puis aussi, on parlait de mixité, mais aussi la mixité en termes de sexe, c'est-à-dire on essaye d'avoir des hommes et des femmes sur les deux secteurs d'activité, quoi. Et on a, quand je vous disais qu'on a étudié nos secteurs d'activité dans ce sens, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on achète du matériel, on s'attelle à ce que la tondeuse, elle puisse être poussée autant par des hommes que par des femmes et voilà, qui ont beaucoup de force ou peu de force, quoi. Voilà, on prend tout ça en compte aussi dans l'achat de notre matériel. Que ça soit accessible à tous et qu'on ne ferme pas des portes, en fait. Donc voilà, parfois, il y a une personne qu'on va recevoir 10 jours avant, une place se libère et ce sera celle-ci qui sera retenue et pas une autre parce qu'il peut, pour nous, y avoir une situation d'urgence. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, où une personne, femme qui se séparait, se retrouve à la rue avec ses 2 enfants, avait besoin d'un contrat pour pouvoir se reloger. Là, il y avait une situation d'urgence, donc effectivement, on l'a passée prioritaire et parce qu'elle correspondait au public cible du chantier. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Je vais poser une question concernant le handicap. Est-ce que vous avez des demandes de personnes en situation de handicap connues ou reconnues, ou voire des suspicions de situations de handicap? Oui, on a des personnes qui arrivent qui ont déjà cette reconnaissance travailleur handicapé, etc. Ou d'autres pour qui il y a suspicion, comme vous dites. Et voilà, c'est le cas en ce moment. On a des personnes et l'idée, c'est d'après d'accompagner vers ça et de pouvoir aussi voir. L'année dernière, on avait une jeune femme, par exemple, qui avait un syndrome et donc c'était la pathologie avait été posée par le corps médical, mais la question c'était est-ce que c'est possible ou pas pour elle d'être sur un milieu, nous on dit souvent semi-protégé, parce qu'on leur demande de travailler, mais on reste un chantier d'insertion, donc on adapte aussi par rapport aux difficultés. Et puis il s'avère qu'effectivement au bout de 6 mois, cette jeune, c'était très compliqué dans l'équipe, intégration, etc. Elle était en difficulté et ce que nous on repérait et ce qu'elle ressentait, en fait, voilà, même un chantier d'insertion n'était pas adapté. Donc il y a eu fin de contrat sans renouvellement et du coup il y a eu un partenariat qui s'est mis en place avec Cap Emploi, voilà, pour échanger. Et nous, on travaille beaucoup avec le réseau. Souvent, on dit on n'a pas, nous, les billes chantier. C'est-à-dire que nous, on a le support emploi, on a les compétences CIP, travailleur social. Mais si demain, il y a un problème de mobilité, on ne va pas donner les sous pour le permis. Donc, on va solliciter la commission RSA du département, le pôle emploi. Donc, on travaille avec tout ce réseau. Voilà. Et c'est aussi un public qui nous... Enfin, c'est le public, les travailleurs handicapés ou cette suspicion qui nous met nous le plus en difficulté parce qu'on est moins armés là-dessus. Néanmoins, maintenant, voilà. On apprend au fur et à mesure et puis à voir avec justement les collègues, les partenaires, à force de discuter, etc. On apprend des choses, mais moi je fais appel régulièrement à Madame Drouet de Cap Emploi pour m'aider dans des suivis aussi de personnes. Justement, vous avez des relations donc privilégiées avec les partenaires Pôle emploi. Vous connaissez les référents peut-être ou maintenant vous avez mon nom, donc on pourra. C'est Monsieur Bruno Pinson qui est votre interlocuteur au niveau de Pôle emploi. Non, enfin oui, ponctuellement, je dirais, mais non, c'est Élodie Julienne, la référente IAE, parce qu'effectivement, donc au niveau de Pôle emploi, on a une référente IAE qui est Élodie Julienne. Au niveau de la mission locale, on a une référente IAE aussi. On essaye d'avoir un peu des référents voilà, sur les structures avec lesquelles on travaille. D'accord. J'ai oublié de dire, je représente aussi les directeurs d'emploi des sites Pôle emploi de Granville, Monsieur Tricot et Sonia Proud d'Avranches, qui ne peuvent pas se libérer souvent les lundis. Voilà. Donc, Madame Détruy, c'est avec vous que je peux correspondre ultérieurement pour cette coopération au niveau de Pôle emploi, Cap emploi de Granville. Ah oui, tout à fait. Donc, moi, je suis responsable du dossier TH pour la direction territoriale Pôle emploi Calvados-Manche. Et donc, avec des relations avec les partenaires, des relations permanentes, bien sûr. Très bien. Je vais essayer de voir si je peux vous partager la petite vidéo, mais je ne la trouve pas. Alors ça, c'est non. Je ne l'ai pas.
Non, eh ben, je n'ai pas. Attendez, je vais essayer de voir un truc. Peut-être trop lourd. Si, elle est là. Attends. Alors, à la minute. On regarde des échanges et des questions qui sont posées. Je pense qu'il y a certainement des coopérations assez intéressantes. Vous évoquiez au niveau de PEPS parfois être en difficulté sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur vos chantiers pour diverses raisons. Et on a avec nous des spécialistes de ces questions. Je pense à M. Bourdon, M. Moru, pour lequel vous avez une connaissance quand même des problématiques au titre du handicap. Je pense qu'il y a vraiment des coopérations qui pourraient être assez intéressantes en termes de soutien, en termes de partage. Et je pense aussi à Aramis qui n'est pas présent, et M. Crombé qui peut aussi vous apporter un certain nombre de On a soutiens. déjà rencontré, parce qu'effectivement, en fait, avant, c'était plus découpé que ça dans les statuts, c'est-à-dire qu'on avait une place travailleur handicapé. Donc, c'était pas notre public prioritaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, d'autant qu'ils peuvent cumuler des doubles, des triples statuts, etc. Et puis, il y a nous ce qu'on peut repérer, c'est-à-dire que parfois, des personnes arrivent, il y a des problématiques santé, où nous, on dit, bah, là, ça serait peut-être bien d'aller un peu voir de ce côté-là. Donc, je dirais 2020, on s'est plus interrogé sur cette question-là. Les contacts sont pris, toi tu rencontres régulièrement en fonction des demandes. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai créé du lien avec Cap Emploi et Madame Drouet était là en remplacement, etc. Elle reste un peu. Et, ça passe bien, donc du coup, voilà, on échange souvent sur les situations. Avec le SAMSA, avec oui, Madame Baquer. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est vrai que du coup, j'élargis le champ de partenaires sur cette thématique de l'accompagnement travailleur handicapé. Du coup. C'est vrai que de ce côté-là, il ne faut pas hésiter d'interpeller notre association à la fois sur le pôle adulte. Je pense que c'est peut-être plus pôle adulte, mais en tous les cas, sur tout ce qui est connaissance des différents types de handicaps, de pathologies, de troubles. De ce côté-là, n'hésitez pas de nous interpeller, soit sur Karine Dueno que vous connaissez, ou moi-même, et on peut tout à fait trouver des ressources de manière à ce que des professionnels puissent se déplacer, vous rencontrer et vous transmettre des informations sur telle et telle problématique liée à tel et tel handicap, par exemple. Après, c'est vrai que la difficulté, elle est plutôt sur comment définir avec la personne son projet pro. Et parfois, en fonction des pathologies, en ce moment, par exemple, on a 2 personnes qui sont schizophrènes avec des pathologies qui peuvent évoluer. Et du coup, je travaille avec le CMP, l'infirmier psy est venu, on l'a rencontré. Enfin, déjà, ça, c'était super pour nous parce que c'est pas si simple que ça, le médical et le social, parfois, à se coordonner avec nos secrets partagés. C'est de comment accompagner. C'est vrai que sur certaines pathologies, on dit, mais il y a les traitements, il y a les évolutions. L'idée, c'est aussi d'orienter pas sur un projet court, c'est-à-dire que c'est pas que dans 2 ans, non, c'est plus possible d'avoir accès à cet emploi-là. Et c'est surtout ça, c'est pour la définition du projet, en fait, parce que souvent, les personnes elles-mêmes ne le savent pas. Ou alors ont des projets qui ne sont pas du tout réalisables, quoi. Et donc là, c'est comment faire prendre conscience aussi que devenir infirmière, oui, d'accord, mais il va falloir aller faire les études. On ne devient pas infirmière comme on devient, c'est quoi, mais... Nos formateurs sont aussi bien, pour le coup, quand on les accueille, on n'est pas non plus en difficulté, on adapte et ça se fait bien facilement, honnêtement. Et il n'y a même pas besoin qu'ils le verbalisent, c'est-à-dire qu'on voit très vite quand les gens sont en difficulté sur l'emploi, ils se referment. Il y a parfois de l'agressivité qui peut
ressorti, enfin plusieurs types de comportements. Et là, du coup, on est nous une petite équipe, on est une structure, moi j'aime dire assez familiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas une grosse structure, donc tout le monde se connaît, on s'appelle tous par nos prénoms et ça aide aussi, ça facilite les relations et très vite, quand on voit quelque chose ne va pas, changer et adapter, notamment sur le volet emploi. Je vais juste me permettre un rappel. Là, nous sommes en phase de rapprochement avec Cap Emploi, hein, puisque désormais, il y aura un lieu unique d'accueil et d'accompagnement. Et donc, les conseillers Cap Emploi vont s'installer sur les sites Pôle emploi, hein. C'était déjà un peu le cas, mais là, c'est vraiment officialisé. Voilà. Ouais. C'est déjà en place, non, il me semble. En tout cas, sur Granville, oui. Alors, sur certains sites, hein, ça se met en place. Oui. Et je n'arrive pas à retrouver ma vidéo, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous la partager. Néanmoins, elle est sur le site de la ville de Granville, si vous voulez jeter un œil, on y voit nos locaux, voilà, les équipements, etc. C'est aussi un outil qui peut être utilisé, alors moi j'en fais de plus en plus la com et ça marche bien a priori auprès des bénéficiaires, qui ont un doute ou pas, est-ce que je me positionne sur un chantier, voilà, dans le cadre du suivi, de pouvoir aller sur le site de la ville, il y a une page chantier d'insertion PEPS et vous avez accès à la vidéo. Et du coup, parfois, ça peut, quand on parlait de pousser la porte, c'est pas si simple, pour certains, ça a fonctionné. Donc, je vous invite à aller la consulter et puis ne pas hésiter à la montrer aux gens. En parallèle, là, cette année, on travaille une plaquette qu'on n'avait pas jusque-là, qui est tout public. Donc l'idée, c'est de pouvoir la distribuer à toute personne, mais aussi aux partenaires. On nous dit, et là je mets les guillemets parce qu'on est sur des déclaratifs, quand on reçoit les gens en entretien, souvent ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils disent moi non, on m'a dit qu'il y avait du boulot, je viens chercher du boulot. Donc nous on fait souvent marche en arrière, on dit non, nous on est un service social, socio-pro. L'idée c'est bien d'aller vers l'emploi, mais avec un accompagnement. Donc il faut qu'ils adhèrent à l'accompagnement au même titre que l'emploi, puisqu'il n'y a que ça qui aidera à la levée des freins et au retour vers l'emploi. Donc voilà, ça permet d'expliquer un peu tout ça. Et puis l'idée de la plaquette, c'est que ça soit un support pour nos partenaires et que la personne puisse repartir avec. Et puis ensuite, soit ça l'intéresse, elle peut candidater seule, soit elle retourne vers son référent. Donc là, Pardon, si vous souhaitez, je peux essayer de vous partager la vidéo, je l'ai sous les yeux pour que vous puissiez la présenter. Je tente. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'est en train de se charger normalement. C'est bon, on le voit, Perrine. Mais il n'y a pas le son. Vous n'avez pas le son? Non. Non. Peut-être couper votre micro, non? Non. Vous n'avez toujours pas le son? Non. Parce que je pense que le son vient du casque. Oui. Donc, ce n'est pas le bon périph' de sortie. Ben, ça ne va pas vous aider. Donc, peut-être que vous préférable que vous la regardiez effectivement sur les écrans. Hop. Voilà, c'était une tentative, mais ça n'a pas fonctionné. Désolée. Merci d'avoir essayé. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou... Dans tous les cas, tout à l'heure, vous évoquiez la diffusion de plaquettes. On est preneur de notre côté aussi, parce que on a notre chargé d'instruction socio-pro aussi qui prépare les jeunes vers l'accès à l'emploi ordinaire, mais on a aussi des jeunes qui
voilà, du jour au lendemain, décident de tout arrêter. Et c'est important aussi pour nous de pouvoir leur donner des éléments, des informations. Ils s'en saisissent ou ils s'en saisissent pas, mais en tous les cas, qu'on puisse, ça fait un petit moment qu'on y réfléchit, de pouvoir transmettre une petite mallette à outils où ils pourraient avoir un certain nombre d'informations. On en avait déjà échangé avec Stéphane Moru par le passé, hein, de ce petit catalogue. Et c'est en là qu'on est arrivé à ces échanges entre structures pour que nos professionnels puissent bien communiquer auprès des jeunes qui ont un besoin spécifique à un instant T ou qui pourraient en avoir besoin en tous les cas. C'est vrai que pour nous, d'avoir ces outils-là en interne, c'est très important. Pas de souci, on pensera à vous. Alors là, on avait le budget pour la création de la plaquette. L'impression, ce sera pour 2022. Vous nous transmettez le modèle et puis on en fait l'impression en interne. Ça devrait passer. On passera directement, vous en déposez, il n'y a pas de souci. Effectivement, donc si vous me transmettez le PowerPoint, je vais le transmettre à tous les référents TH et également à ma collègue qui est responsable du RSA. Donc, il pourra le transmettre aussi à ses conseillers. Ok. S'il y a d'autres questions? C'était très clair. Merci pour cette présentation. Alors, on aura bien entendu, la vidéo a été enregistrée, pardon, donc on transmettra ensuite cette vidéo qui sera accessible pour l'ensemble des professionnels en rediffusion, sans aucune difficulté. Merci à vous, à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.